Bonjour, merci d'être venu. Rendre hommage à un grand homme, Harry Belafonte. Nous remercions l'Université des Mondes Noirs ainsi que toutes les organisations qui se sont jointes à la promotion de cet événement. Le CAPDIV, le CRAN, Arts Pluriel. Nous avons commencé par l'hymne national américain pour signifier au monde entier que Harry Belafonte était un produit de l'émigration afro-caribéenne aux États-Unis d'Amérique. Rendre hommage à Harry Belafonte, c'est continuer son combat. En tout cas, une fois de plus, merci d'être là. L'objectif de l'Université des Mondes Noirs, c'est de promouvoir l'excellence. Nous avons commencé un programme pédagogique depuis longtemps, dans plusieurs endroits, et l'objectif, c'est de faire des événements gratuits pour inciter le public cosmopolite de France de venir nombreux et de se dire que on peut se retrouver sans qu'il y ait de videurs pour dire qu'il n'y aura pas d'incident. Parce que lorsqu'il y a quelques visages basanés ensemble, on redoute l'incident. Et c'est cela aussi l'excellence. J'ai eu la chance, en 2016, de rencontrer Harry Belafonte qui était très occupé. Et je n'espérais pas pouvoir échanger avec cet homme. J'ai emmené mon ordinateur, où j'ai les images avec lui, et je suis arrivé au bon moment. C'était pendant les primaires aux États-Unis, et c'était à l'Apollo Theater. Bernie Sanders avait besoin du parrainage de Harry Belafonte pour solliciter les voix de la communauté noire. Donc ça a été pour moi un privilège de me retrouver au bon endroit et de filmer l'événement intégralement. Harry Belafonte était né en 1927 à Harlem. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Harlem, Harlem est une ville de Hollande qui, après l'abolition de l'esclavage, puisque les premiers Européens qui s'installent dans ce qu'on appelle aujourd'hui New York, ce sont les Hollandais. Ça s'appelait New Amsterdam, et dont le premier maire s'appelait Abraham de Pfister. Et finalement, il y a eu un deal entre les Britanniques et les Hollandais. Oui. Ils se sont échangés Manhattan contre le Suriname, qui était une colonie britannique. Ça, ce sont les choses que les gens ne savent pas. Donc, Harlem est déserté par ses fondateurs qui sont des Hollandais parce qu'il y avait trop de Noirs venant du sud vers le nord. Ce qu'on appelle l'exode rural. Et finalement, ces Noirs qui étaient redoutés vont être à l'origine d'une révolution culturelle dont on ne parle pas assez souvent, qui s'appelle The Negro Harlem Renaissance. Sans cette révolution, il n'y aurait pas eu la révolution culturelle de Chine, bien que celle-ci fût sanglante. La Negro Harlem Renaissance part d'une revue qu'on appelle Chauffer le Nombre. C'est la plus vieille revue noire au monde. Elle a été créée par un poète et un pianiste. Eubie Blake, le pianiste, et Noble Sissle, l'écrivain. Je suis agréablement surpris de savoir que Harry Belafonte repose au First Street Museum, qui est le cimetière où reposent Thelonious Monk, Paul Robeson et Malcolm X. C'est dans la ville de Hartsdale qui est devenu un lieu de mémoire. Quelle est l'importance de Harlem et de Harry Belafonte? C'est que Harry Belafonte est un Harlemite puisqu'il est né à Harlem, capitale culturelle du monde noir. Vous ne pouvez pas avoir la légitimité intellectuelle aux États-Unis,
la légitimité dans le monde du jazz sans passer par Harlem. C'est là où se trouve l'Apollo Theater. Mais le premier club de jazz appartenant à un noir, c'est le Cotton Club. Mais le Cotton Club fut créé par un boxeur, victime de discrimination raciale, qui s'appelait Jack Johnson, qu'on appelait le colosse de Galveston. Jack Johnson était natif du Texas. On a dû le soumettre à plusieurs épreuves. Il est devenu champion du monde sans porter la ceinture de champion du monde parce que ce n'était pas digne d'un noir. Et il a dit, je vais prendre ma part d'Amérique. Et c'est quelqu'un qui a été à plusieurs reprises emprisonné. Et l'argent qu'il a eu, il a monté un club. Et finalement, ce club a connu tellement de succès qu'il y aura un homme du nom de l'honorable Marcus Garvey, originaire de la Jamaïque, comme Harry Belafonte, qui sera expulsé en 1927. Lorsque Garvey est expulsé en Jamaïque en 1927, c'est là où Belafonte naît. Coïncidence, égrégore, c'est ça la beauté de l'histoire. Les deux ont les mêmes origines, puisque Belafonte est né d'un père jamaïcain, mais né en Martinique. Ça, c'est important de le rappeler. Et Belafonte a vécu, malgré le fait d'être né aux États-Unis, il est reparti en Jamaïque avec sa mère. C'est ce qui explique qu'il a adopté un répertoire calypso. L'un des plus grands succès d'Harry Belafonte, c'est Banana Boat Song. Mais Banana Boat Song, pour le profane, celui qui ne connaît pas l'histoire afro-caribéenne ou afro-américaine, fait référence à une compagnie qui est encore présente en Afrique, la UFC, United Fruit Company. C'est cette multinationale qui a été à l'origine du renversement et de l'assassinat du Premier ministre Maurice Bishop à la Grenade. Banana Boat Song, c'est là où vous voyez la grandeur, parce qu'avant d'être artiste, il faut aussi être instruit. Et les artistes sont souvent des savants parce qu'il y a beaucoup de créativité. Et dans Banana Boat Song, il y a un message. C'est que le bateau qui a expulsé l'honorable Marcus Garvey en 1927 aux États-Unis appartenait à la UFC, compagnie dans laquelle l'honorable Marcus Garvey a travaillé au Costa Rica comme géreur dans une bananerie qui appartenait à la UFC. Donc, ça, c'est une histoire qui est très forte. Et c'est lorsque Garvey est expulsé en Jamaïque, alors qu'il était l'entrepreneur noir le plus prospère des États-Unis, et le deuxième employeur de la communauté noire après l'État, que la pègre s'est emparée de Harlem, parce que du temps de Garvey, il y avait une milice qu'on appelait l'African Legion, qui appartenait à la UNIA, Universal Negro Improvement Association. Donc c'était la promotion de l'excellence. Garvey expulsé, et une sorte de porosité, et c'est comme ça que la pègre d'origine italo-américaine a pris en otage Harlem. Louis Armstrong, Duke Ellington était managé par des mafiosi. Le plus connu d'entre eux s'appelait Aoni Maden. Aoni Maden a fait un deal avec l'administration pénitentiaire. Je reste en prison la semaine et vendredi, dimanche, je suis à l'extérieur pour gérer mon club. C'est comme ça que le café appartenant à Jack Johnson deviendra le Cotton Club. Mais Cotton Club renferme du racisme. Cotton fait référence au coton. D'où le morceau de Duke Ellington qui s'intitule Cotton Tail. Là, nous sommes dans le swing. Oui. Et le Cotton Club a été géré par un gangster du nom de Aoni Maden. Et il va faire donc un deal. Toute la semaine, il était en prison. Vendredi, samedi. Dimanche, il était à l'extérieur pour gérer la plantation. Parce que lorsque le Cotton Club ferme, il y aura un deuxième club à Harlem qu'on va appeler la plantation de plantation. Donc il y avait une rivalité entre gangsters et c'est comme ça que le grand Louis Armstrong, Billie Holiday vont tomber entre les mains de la pègre. Oui. Et c'est donc un gangster du nom de Joe Glaser qui va gérer leur carrière jusqu'à la fin. La première tournée de Louis Armstrong en Afrique en 1956 au Ghana, il est accompagné par un All-Star composé de James Tromy Young au trombone,
Barney Bigard à la clarinette et Billy Kyle au piano. C'était la première fois qu'un Afro-Américain faisait une tournée en Afrique. Et une année plus tard, ils vont inaugurer le bal des indépendances africaines avec l'indépendance de la Gold Coast qui deviendra Ghana. Et c'est là où Armstrong va jouer un thème qui est un calypso. Ça s'appelle Sly Mongoose. Sly Mongoose, Charlie Parker l'a joué également en version bebop. Ça serait très long à expliquer. D'où l'importance justement des programmes pédagogiques mis en place par les universités de monde noir pour que les gens comprennent que nous n'avons pas toujours porté des jeans déchirés. Que nous n'avons pas toujours dit des madafaka à travers le rap qui a été complètement dérivé et que nos enfants n'ont toujours pas brûlé le véhicule. Nous n'avons pas évolué, nous avons régressé. Oui. La Harlem Renaissance, lorsqu'on l'étudie, on ne peut qu'être excellent. Et Harry Belafonte a œuvré pour faire en quelque sorte que lui, en tant que fils d'immigrés, afro-caraïbens, a aidé des migrants. On n'en a pas assez parlé, et je terminerai par là pour ne pas monopoliser la parole. Lorsque une jeune infirmière prend la parole en 1961 aux Nations Unies pour dénoncer l'apartheid, celle-ci ne savait pas qu'elle ne retournera plus jamais dans son pays, c'est Myriam Makeba. Et c'est Harry Belafonte qui l'a pris sous sa coupe pour l'élever, et c'est comme ça que Myriam Makeba a pu jouer dans des grandes salles comme le Royal Roots, l'Apollo Theater, le Carnegie Hall, etc. Deuxièmement, Harry Belafonte n'a pas aidé que Myriam Makeba, il a aidé beaucoup d'Africains du continent, dont Hugues Masekela, qui composera l'hymne des Black Panthers qui s'appelle Blues for You, que vous trouvez sur YouTube. Et enfin, l'un des derniers musiciens africains camerounais que Harry Belafonte a propulsé au sommet, c'est Richard Bona. Il n'y aurait pas eu de Harry Belafonte, Richard Bona n'aurait peut-être pas connu le succès, parce que c'est Harry Belafonte qui en a fait son directeur musical. Donc c'est bien pour dire que cet homme qui a tellement fait, et rappelons aussi que s'il était musicien, acteur, Harry Belafonte était un grand activiste et lobbyiste qui a œuvré pour le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud. Lorsque Nelson Mandela sort de prison, c'est Harry Belafonte qui organise la réception de Mandela à Harlem. Et c'est Harry Belafonte qui fait partie de ceux qui ont reçu Mandela au New York Town Hall. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à Harry Belafonte. Il y a tant de choses à dire. Et je ne voudrais pas ici commettre une erreur. Il y a un aîné qui est dans la salle, qui a beaucoup fait, qui a été adopté par la France. C'est mon aîné qui est le biographe de Fela. Ami intime de Fela, grâce auquel nous avons eu une excellente exposition à la Philharmonie. Je demande à mon aîné, Mabinyori Kayode Ideou, de se lever, qui est originaire du Nigeria et qui nous a fait l'honneur de venir ici parce que c'est quelqu'un de très très modeste. L'exposition sur Fela a été d'un poids culturel considérable. Ça a duré 9 mois. Hélas, nous étions encore absents. La nature a horreur du vide. Il y avait quelques afros, mais on les comptait à peine. Nous avons repris cette série de l'Université de Monde Noir en février dernier à l'hommage à un grand journaliste camerounais qui nous a quittés, Paul Etching. Et aujourd'hui, nous avons rendu hommage à Harry Belafonte. Mais ma suggestion au docteur Ferdinand Zembe, c'est de dire que nous devons aussi rendre hommage aux vivants. N'attendons pas que les gens passent de l'autre côté pour leur rendre hommage. Et je peux vous assurer que l'histoire, lorsque nous créons l'Université de Monde Noir, c'est aussi de mettre en exergue les Blancs qui ont été à nos côtés. Parce qu'un des grands abolitionnistes dont on ne parle pas, c'est John Brown.
qui a été un blanc, qui a dit aux Noirs, prenez vos responsabilités, et il a été assassiné au même moment que Nat Turner. C'est pour cela que la plupart des jazzmen et des bluesmen lui ont composé un morceau qui s'intitule John Brown. Et l'une des plus grandes artères de Port-au-Prince s'appelle John Brown. Ça, les gens ne le savent pas. Rappelez aussi que Marilyn Monroe s'est imposée dans un club qui s'appelle El Mocambo pour permettre à Ella Fitzgerald d'y faire des sets. Donc c'est dans le cadre de l'Université du Monde Noir que nous voulons expliquer cela. Malheureusement, lorsqu'on entend noir, on pense qu'on est fermé. Quartier latin, c'était Miles Davis, c'était Josephine Baker, c'était Sidney Bechet. Ce qu'on ne sait pas, et je termine, là cette fois-ci je termine, parce que je dois parler, parce que quand j'en ouvre le robinet, je ne m'arrête plus. Il y a un club qui a réouvert à Paris, ouvert par un Français qui s'appelle Guillaume Cornet, ça s'appelle le Bal Blomé. C'est un ancien bal nègre, créé par un Martiniquais, qui a ouvert ses portes une année après le Cotton Club. Ça veut dire qu'en 1924, en France, il y avait déjà un club pour les Noirs, pour promouvoir l'excellence, où Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Pablo Picasso se rendaient régulièrement, et figurez-vous, c'est dans cette salle que Pablo Picasso a fait le croquis de l'affiche du premier congrès des écrivains et artistes noirs de 1956 à la Sorbonne. Les Africains disent trop parler peut conduire au mensonge. Je m'arrête.